regarde la lumière et admire sa beauté. Ce que tu as vu n'est plus, et ce que tu verras n'est pas encore. Plaise au Seigneur, lumière de toutes choses, de m'éclairer, afin que je traite dignement de la lumière. Le 15 avril, un samedi à 3 heures de la nuit, est né Leonardo. Il est le fils naturel d'un jeune notaire, Piero da Vinci, et de Caterina, une domestique. D'après la légende, Léonard aurait dès son enfance révélé ses dons exceptionnels. Au spectacle des métamorphoses de la nature, son intelligence et sa curiosité s'éveillent. Léonard est gaucher. Spontanément, il écrit en miroir et commence ses lignes à droite. Il étonne ses proches par sa précocité et sa soif de comprendre. Certains rapportent aussi qu'il est d'un tempérament capricieux et instable. Le jeune Léonard fait preuve d'une véritable passion pour le dessin. En Toscane, la région autour de Vinci est en pleine renaissance artistique. En grandissant, Léonard forme sa sensibilité. Il observe les physionomies, les gestes des mains et ce qu'il appellera les mouvements de l'âme. Léonard est encore adolescent quand il quitte Vinci pour s'installer à Florence, la capitale des Médicis. Son père le fait entrer dans l'atelier du très réputé sculpteur, peintre et orfèvre, Andrea del Verrocchio. L'atelier est un extraordinaire creuset où se retrouve toute la jeunesse artistique de Florence. Le mythe créé autour de Léonard lui prête une beauté et une grâce exceptionnelles. Il aurait été le modèle idéal pour son codisciple d'atelier Botticelli et pour son maître Verrocchio. Il entreprend l'étude de ce qu'il appelle l'exploration du vrai. Le mouvement est fait de deux natures, dont l'une est spirituelle et l'autre matérielle. Le spirituel résulte de la puissance de la pensée. Le matériel vient du corps. Léonard se voit confier la peinture d'un ange dans un tableau de son maître. On raconte que Verrocchio, humilié par le talent de son apprenti, aurait décidé de ne plus jamais toucher un pinceau. Concevoir est l'acte du maître. Exécuter, l'acte du serviteur. Pauvre élève qui ne surpasse pas son maître.
Verrocchio et ses élèves partagent un même amour de la musique. Artistes complets, ils ont la capacité de passer d'une discipline à l'autre. Léonard est témoin d'une véritable prouesse technique qui requiert un savoir-faire d'ingénieur. La fabrication et la mise en place d'une imposante sphère au sommet de la coupole du dôme. Souvent, la rapidité de sa pensée le fait passer de problèmes techniques à des considérations philosophiques. L'eau forme des cercles concentriques qui se propagent jusqu'à une grande distance. Mais dans l'air, le son va plus loin. Plus loin encore, à travers le feu, l'esprit plane au-dessus de l'univers. Toutes les âmes descendent de lui. Le flux et le reflux ont-ils pour cause la lune et le soleil? Ou sont-ils le souffle de la machine terrestre? À 20 ans, Léonard est reçu membre de la confrérie des peintres. Nous ne manquons pas de moyens pour diviser et mesurer nos misérables jours. Si tu gaspilles ta vie, tu ne laisseras pas plus de traces sur terre que la fumée dans l'air ou l'écume sur l'eau. Petit bonnet brun, pourpoint de serge noire, manteau bleu, doublé de fourrure de renard. Léonard prend des notes lors de l'exécution de l'assassin de Julien de Médicis. Il espère obtenir une importante commande officielle. Mais Laurent de Médicis lui préfère Botticelli pour commémorer le supplice du meurtrier de son frère. Léonard multiplie les croquis et les esquisses. Grâce aux relations de son père, il a obtenu la commande d'un grand retable sur le thème de l'adoration des mages. Léonard est chargé d'offrir une lyre de sa fabrication au duc Ludovic Sforza. Mais c'est en tant qu'ingénieur militaire qu'il se présente. Dans une lettre en 10 points, il vante ses capacités et ses inventions. J'ai des modèles de mortiers avec lesquels je peux envoyer de la pierraille comme s'il en pleuvait. Je peux construire des ponts solides et faciles à transporter. Je sais, lors d'un siège, fabriquer une infinité d'échelles d'escalade. Je
ferai des chars couverts, sûrs et indestructibles. Des catapultes et autres machines inusitées et d'une merveilleuse efficacité. Il ajoute modestement en post-scriptum: Je puis en peinture faire n'importe quel ouvrage aussi bien qu'un autre, quel qu'il soit. Le souffle de divinité contenu dans l'art du peintre transfigure son esprit en reflet de l'esprit divin. La beauté comme l'harmonie sont de nature divine. La géométrie embrasse toutes les choses de l'univers. Que nul ne me lise s'il n'est mathématicien, car je le suis toujours dans mes principes. Léonard capte le mouvement de l'âme de cette dame florentine, qui va susciter chez tous ceux qu'elle regarde un questionnement sur la nature humaine. Par son exigence de perfection, Léonard ne pourra se résoudre à considérer ses œuvres comme achevées. Il ne les remettra jamais à leur commanditaire. Leur histoire reste encore une énigme. Léonard se passionne pour l'hydraulique. Il dessine une gigantesque excavatrice pour creuser des canaux. Il pense pouvoir relier Florence à la mer par une voie navigable et isoler sa rivale, la ville de Pise. Il est prêt à déplacer les montagnes. Dans ses cartes à vol d'oiseau, Léonard est aussi un précurseur. Il y exprime sa vision scientifique, esthétique et symbolique du monde. Le corps terrestre a un océan qui croît et décroît toutes les 6 heures avec la respiration de l'univers. La chair de la terre est le sol, ses eaux sont les rochers qui forment les montagnes. L'océan emplit le corps de la terre avec une infinité de veines aqueuses. L'homme et le monde offrent une grande analogie. Répondant à l'invitation du roi de France, Léonard se rend à Amboise.
le jeune François Ier est un hôte généreux. Accompagné de ses fidèles élèves, Léonard s'installe au manoir du Clos Lucé avec le titre de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Le roi François, nous dit un témoin, est tombé amoureux des grandes vertus de Léonard. Il prend un grand plaisir à l'entendre converser. Léonard lui propose d'entreprendre des travaux hydrauliques à grande échelle sur la Loire. Il étudie pour François Ier une nouvelle capitale, Romorantin, une petite Rome au cœur du royaume. Il participe à la conception de Chambord. Il reprend ses activités d'organisateur de fêtes et de créateur d'automates, comme il le faisait à la cour de Milan. Il a dû méditer sur le destin de son ancien protecteur Ludovic Sforza, mort non loin de là, dans les cachots du château de Loches. Avec la même rigueur obstinée qui avait guidé toute sa vie, le vieux peintre continue à parfaire les œuvres qu'il a emmenées avec lui à Amboise et que François Ier ne se lasse pas de contempler. Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans. François Ier était-il présent? Pour la légende, il n'y a pas de doute. Léonard expira dans les bras du roi. Alors que je croyais apprendre à vivre,